Hello tout le monde, moi c'est Léa. Moi je suis Lorlaï. On est deux cavalières amateurs passionnés et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. 2 fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien. Aujourd'hui, on vous retrouve pour un nouvel épisode avec un cavalier peu ordinaire. Nous avons invité à notre micro Salim Ejniani. Vous ne connaissez pas Salim ? Son livre « L'impossible est un bon début » est sorti en fin d'année dernière et a beaucoup fait parler de lui. Dans cette autobiographie, Salim raconte son histoire. En effet, à 6 mois, il a été diagnostiqué d'un cancer de la rétine. Et à 16 ans, il perd totalement la vue. Pourtant, cela ne l'a pas empêché de pratiquer sa passion en étant cavalier. Au fil des années, Salim a fait des rencontres enrichissantes par le biais de Guillaume Canet ou encore Christophe Hameux. En 2016, il participe alors au Master de Paris et réalise son premier parcours sans guide. Depuis, il est devenu le premier cavalier non-voyant à participer à des compétitions dans la catégorie des valides. Salim a une personnalité ambitieuse et est avide de challenge. Il est très engagé dans la vie médiatique des sports équestres. Nous sommes prêts à parier que nous n'avons pas fini d'entendre parler de ce sportif accompli. Cette semaine, nous avons eu le plaisir de compter sur le soutien de Cambox Horse, premier fabricant de caméras embarquées 100% conçues pour les sports équestres. La Cambox Isis est une caméra embarquée en forme de boomerang qui vient se fixer sous la visière de votre casque à l'aide d'une fixation velcro. Contrairement à d'autres caméras embarquées, le placement de la caméra sous votre visière permet d'assurer le bon rôle de protection du casque en cas de chute. La caméra est à l'abri des chocs et des intempéries et elle se trouve à hauteur de votre regard pour retranscrire au plus juste l'expérience unique du cavalier. Et ce n'est pas tout. La Cambox est également équipée de 2 micros qui permettent d'entendre votre respiration et celle de votre cheval, ou encore les encouragements que vous lui glissez. La dernière génération de Cambox est 100% connectée grâce à l'application mobile Cambox. Sur votre téléphone, vous contrôlez l'angle de vue, vous changez les paramètres et vous visualisez instantanément les photos et vidéos que vous avez enregistrées et que vous pourrez ensuite transférer sur votre smartphone ou tablette. Légère, fine, discrète et ultra sécurisante, la Cambox s'adapte à tous les types de casques et visières. Son objectif ? Capturer vos plus belles émotions à cheval. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter le site internet Cambox Horse et à les suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi regarder les vidéos publiées par Salim qui utilise la Cambox au quotidien et qui permet à sa communauté de suivre chacun de ses entraînements avec Rhapsody. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Bonjour Salim. Bonjour. On est très heureuse de te recevoir dans notre podcast. On sait que tu es très demandé, notamment avec la sortie de ton livre « L'impossible est un bon début ». Entre dédicace et interview, alors merci de nous accorder 1 heure de ton temps. Avec grand plaisir. On est très heureuse aussi de t'interviewer ici, donc on n'est pas exactement au jumping de Bordeaux comme on l'avait prévu, mais on est vraiment à côté. Et là où finalement on peut dire que tout a commencé pour toi. Complètement, en termes de compète, ouais, c'est ça. Alors, je sais pas exactement comment te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. D'abord, j'ai appris ça parce que j'ai fait mes devoirs, j'ai lu ton livre avant de venir. Tu es kinésithérapeute de profession. Ouais, de formation, on va dire. De formation, ok. Parce que j'ai arrêté d'exercer 2 ans après l'obtention de mon diplôme. D'accord. Voilà. On y reviendra, je pense. Ouais, carrément. Mais aussi journaliste. Tout à fait. Et si j'ai bien fait mes devoirs, tu vas voir, parce que si t'es pas le premier cavalier non-voyant à participer à des épreuves de saut d'obstacle dans la catégorie des valides et sans cheval guide, t'es le premier à le faire à ce niveau de performance. Tout à fait. D'autres l'ont déjà fait, ça se voit assez régulièrement, notamment dans le sud-est, sur des niveaux club. Mais plus dans une visée assumée de pédagogie plus que de vraie compète. Voilà, moi je cherche véritablement du résultat, du classement et à être concurrentiel, être compétitif face aux autres et en niveau amateur 3, amateur 2. D'accord. Et je pense qu'on reviendra là-dessus un peu après aussi pour le développer. Ouais. Et je veux pas non plus spoiler ton livre, mais donc comme tout le monde le sait, on peut trouver ça sur le net très facilement. On t'a détecté donc à 6 mois un cancer de la rétine. Ouais. Et c'est à l'âge de 16 ans que t'as définitivement perdu la vue. Tout à fait, c'est ça. Est-ce que tu pourrais un peu quand même nous raconter ton enfance, sans se focaliser non plus sur ce handicap, mais voilà, comment t'as vécu ton enfance, tes études, etc.
De toute manière, je peux pas le focaliser sur mon handicap dans ma façon de le raconter parce que ça l'a pas été dans ma manière de le vivre. Alors là, on va lever le voile sur l'endroit où on est. On est chez moi, dans mon salon, et autour, je vous faisais des blagues sur la déco parce qu'il y a plein de figurines Avengers, plein de trucs Star Wars, etc. C'est un peu mon enfance qui a été à cette image-là. J'ai été très au contact de tout ce qui peut rappeler les super-héros, les grandes aventures, les trucs assez incroyables. Pourquoi ? Parce que les adultes m'ont toujours plongé dans ces univers-là. Un gamin qui se bat à 6 mois, 1 an contre un cancer, un grand ennemi pourtant invisible et tout petit, on lui parle de super-héros, on lui parle de plein de trucs qui sont extraordinaires, on lui parle de combat pour la vie, et ma très petite enfance a été tout ça en fait, alors que je le voyais évidemment pas comme ça. Pour moi, je faisais tout ce qu'il y a à faire de plus basique, c'est survivre en fait. Les généraux, c'était mes parents et les médecins. Et moi, j'étais le petit soldat dans les tranchées qui comprend pas trop pourquoi il se bagarre, mais qui se bagarre parce qu'il faut le faire. Alors un peu plus tard, j'ai eu cette chance de grandir au contact des autres et avec tout le monde, dans des écoles tout à fait ordinaires, classiques, et de déjà commencer à me mesurer un petit peu à ce qu'est le monde réel, à pas m'enfermer dans un entre-soi qui ne me plaît pas. Justement, on parlait de handicap, de différence. On pourrait estimer qu'il faut rassembler les personnes qui ont une particularité entre eux dans des structures qui sont spécialisées, spécialement faites pour accueillir cette spécificité justement. Moi, j'ai eu la chance de fonctionner un peu différemment. J'étais dans des écoles tout à fait ordinaires en région parisienne, mais avec des structures à côté qui venaient ajouter les petites entre guillemets, les petites infos, les petites choses supplémentaires dont on avait besoin. Les transcriptions des documents en braille, les apprentissages pour tout ce qui est, je sais pas, apprendre à se servir un verre d'eau, à cuisiner, à repasser, à se déplacer dans la rue, servir d'une canne blanche. Voilà, toutes ces choses-là, j'ai eu la chance de les apprendre en même temps que tout le monde découvre la vie, quoi. C'était juste beaucoup de boulot supplémentaire en fait. Et à quel moment, du coup, le cheval est intervenu dans ta vie ? Comment est-ce que tu es arrivé vers le cheval ? Et voilà, à quel moment de cette période-là il est arrivé dans ta vie ? Alors j'ai vécu au quotidien un peu comme n'importe qui, c'est-à-dire que tout ce qui était jeux, découvertes, sport et tout ça se faisait, j'ai la chance d'avoir eu des parents qui ne se sont pas posé la question de savoir à quel point il fallait prendre en compte ma déficience visuelle ou mon handicap ou ma différence, où là on peut trouver des mots mais plus variés les uns que les autres. Pour le cheval, ça a été exactement pareil, c'est-à-dire que un jour, alors une structure spécialisée qui nous suivait en plus des cours nous a proposé, alors comme il le faisait parfois, une journée à thème. Alors des fois c'était patinoire, des fois c'était escalade, des fois il y avait pas mal de choses très variées. Et puis ce jour-là c'était équitation, découverte donc de tout ce qui peut avoir trait au cheval. C'était une journée entière au Poney Club. Voilà, c'était pareil en région parisienne. C'était très sympa, j'ai vraiment adoré ça et je me suis même surpris à être un peu jaloux de tous ceux qui étaient habitués à vivre tout ça, tous les jours, toutes les semaines en tout cas, parce qu'il y en avait qui avaient leur propre bombe, il y avait les grands qui avaient leurs bottes et tout. Moi j'étais super jaloux. Et alors on a eu une énorme chance à ce moment-là aussi, c'est que on n'a pas été pris en charge entièrement par des adultes, mais on nous a confié entre guillemets aux jeunes qui montaient régulièrement. Donc en fait on était d'égal à égal complètement. Moi j'avais 10 ans, j'étais complètement sous le charme, 10-11 ans, ouais, j'étais sous le charme de ce truc-là. Il se passait vraiment un truc, il y avait pas de mots quoi, je vivais quelque chose de très très fort. Alors les chevaux, j'avais déjà approché évidemment les chevaux plus tôt, alors ma mère ayant en plus travaillé à Disney, des balades à poney en main j'en avais déjà fait, mais là cette fois-ci c'était différent, c'était une reprise, c'était un cours presque en autonomie, personne nous tenait, c'était à nous de gérer, en plus on a fini par un épervier donc chacun se démerde, c'était absolument génial quoi, j'avais vécu vraiment quelque chose de fort. Et j'étais convaincu que c'était pas possible d'espérer en faire quelque chose de tout ça. Et c'est en rentrant chez moi, j'osais pas en parler à ma mère, elle a un petit peu insisté,
en voyant que j'étais un peu sur un nuage, et elle me dit bon, allez, raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Et à force qu'elle insiste, je me suis dit bon, tu la veux, tu vas l'avoir. Donc je lui dis écoute, voilà, quand tu m'as dit que tu voulais que je fasse un sport en dehors de l'école, parce que je faisais pas grand chose à cette époque-là, je lui dis voilà, le sport que je veux faire, c'est celui-là, je veux monter à cheval. Et au lieu de me trouver 1000 raisons pour me dire que c'était pas possible, ce à quoi je m'attendais véritablement, elle m'a complètement pris à contre-pied en me disant ok, tu veux faire du cheval, tu vas faire du cheval. Voilà, et c'est un peu parti de là tout ça. Ça a été pour toi le cheval un refuge, un exutoire. Quelle place a eu le cheval en tant qu'animal dans les moments difficiles de ta vie? Il y en a eu quelques-uns. Il y en a encore aujourd'hui. Et ce qui est très très fort avec le cheval, avec l'animal, c'est que je l'ai écrit il y a pas longtemps sur sur une de mes publications. C'est un peu ce grand copain d'une autre espèce qui vous juge pas, ou alors qu'il le fait mais avec toute la sincérité qu'il a dans le cœur. C'est très très fort le lien qu'on partage avec un cheval, d'autant plus quand la différence vient s'en mêler. J'ai à cœur de partager quelque chose avec mes chevaux. De vraiment construire sur la confiance, de baser sur l'échange véritable. C'est dans ce sens que je vais, que ça soit dans la compétition ou même dans juste le fait de monter, juste le fait de prendre du plaisir avec le cheval dans la relation qu'on a. On peut pas, je pense, partager quelque chose avec un animal, même on peut pas viser une performance avec un cheval sans se baser sur cette confiance-là. Et ce lien très très fort m'a relevé de nombreuses fois. Je peux en parler, c'est dans le livre aussi, mais à une époque très très floue dans ma vie, j'avais évidemment pas encore de cheval, je faisais même pas encore de compétition, mais on m'a fait croire, m'a laissé entendre que je risquais de mourir parce que mon cancer était de retour au niveau des yeux, machin, que c'était terrible. Il s'avère que c'était pas vrai, que c'était un médecin qui s'est planté lamentablement d'interprétation, mais j'ai passé mine de rien à peu près 1 mois à me dire que j'allais mourir. Voilà, donc j'essayais tant bien que mal de tenir le rythme des cours, du collège et tout ça. Mais chaque fois que j'allais au club, c'était une bouffée d'oxygène mais fabuleuse. Et juste de passer un peu de temps avec mon cheval préféré, qui s'appelait Bounty à l'époque. Voilà, c'est tout con, mais ils sont importants ces chevaux pour nous. Vraiment, ils sont super importants. Les premiers chevaux qu'on monte, tendance à dire que les chevaux de club, c'est un peu le bas de gamme entre guillemets. Non, surtout pas. C'est la base de la pyramide et ils sont super importants ces chevaux-là. Moi, ce cheval a été très important pour moi parmi d'autres, évidemment. Mais lui m'a aidé. Et un peu plus tard, quand j'ai perdu Ivoire, qui a été mon cheval de compétition pendant des années, c'est Rhapsody, pareil, qui était présent à mes côtés, qui vraiment a pris le relais, m'a soutenu à fond à sa manière. Et il n'y a pas juste un transfert qu'on fait sur eux. Il y a vraiment, je pense, quelque chose de l'ordre de l'échange et auquel je tiens beaucoup. C'est un sujet qu'on avait abordé avec Hassen Bouchakour, tu sais, le cavalier propriétaire qui va avec Dr Peyo dans les hôpitaux. Et on lui avait demandé, et on s'était posé la question, pourquoi, d'après toi, cet animal-là, en particulier le cheval, a autant de vertus auprès des enfants, des adultes, des personnes qui peuvent avoir des pathologies, des handicaps, etc. Pourquoi l'équithérapie est aussi forte, en fait ? Alors l'équithérapie, déjà je peux en dire 2 mots parce que j'ai eu la chance de pouvoir l'aborder du côté soignant, côté professionnel. En tant que kiné, j'ai déjà participé à des séances d'équithérapie avec des jeunes très lourdement handicapés, des paralysies cérébrales, des gros handicaps physiques, des myopathes, etc. Et on a toujours des résultats qui sont exceptionnel quand le jeune s'implique. Donc c'est vrai que moi jamais j'ai eu un cas où le cheval ne s'y impliquait pas, et c'est toujours très très fort. Après le pourquoi, le comment, il y a un peu de magie dans tout ça, il y a un peu d'incompréhension, mais je crois que l'animal, le cheval, est capable d'une énorme empathie, d'une grosse remise en question,
de beaucoup de questionnements aussi. Faut pas oublier que c'est une proie dans la nature. Donc je pense que les proies sont faites pour se poser des questions, pour être méfiantes, pour être toujours à chercher la bonne stratégie, le bon moyen, savoir à qui se fier, est-ce qu'on peut se fier au troupeau ou pas. Toutes ces choses-là, je pense qu'ils savent aussi le mettre au service, ou que nous, humains, savons le mettre au service d'autres choses. Et ils nous le rendent à chaque fois de manière admirable, vraiment. Je me posais une question en t'écoutant. Donc, quand tu as commencé à monter à cheval, tu étais encore voyant, tu avais encore la vue, et quelque part, la transition s'est faite pendant que tu étais déjà cavalier, pendant que tu pratiquais. Comment ça s'est passé, cette adaptation-là, qui a été peut-être lente, courte, je ne sais pas, à toi de me dire. Comment tu as fait pour passer de cavalier voyant à cavalier non-voyant dans l'adaptation, dans la façon de faire, etc. Alors, pour être plus précis, j'étais malvoyant, c'est-à-dire que j'y voyais vraiment pas bien du tout. C'est des termes, j'en profite là, mais parfois on va avoir tendance à me dire malvoyant pour entre guillemets pas me vexer, pour pas dire non-voyant, parce que comme si non-voyant c'était plus fort, ou même aveugle ou quoi. Non, c'est des termes qui vraiment ont un sens, c'est-à-dire que j'y voyais pas bien du tout. J'avais une espèce d'énorme paire de lunettes qui me corrigeait la vue, mais qui servait finalement pas à me permettre de conduire ou de lire ou quoi. C'était vraiment plus, on va dire, pour le loisir. Ça m'a permis de découvrir le monde, de voir à quoi ressemblaient les choses, regarder la télé, jouer à la console ou que sais-je. Mais bon, c'était pas terrible pour se localiser dans l'espace. Or, à cheval, la vision sert énormément à ça. Donc j'ai eu cette chance de jamais pouvoir prendre les défauts des voyants, justement, de pas pouvoir me fier à mes yeux pour regarder l'épaule intérieure, savoir sur quelle diagonale je trotte, tous ces trucs là, je m'y suis jamais accroché parce que j'y voyais justement pas assez. Donc en fait, j'ai été, pour être encore plus précis, je me considérais un peu comme un entre-deux avant de perdre la vue. Si bien que on m'a tout de suite appris à lire en braille, par exemple. Et de la même manière, à cheval, on m'a tout de suite considéré comme non-voyant, parce que j'y voyais même pas assez pour distinguer un obstacle, quoi. Clairement, enfin, j'y voyais pas plus loin que les oreilles de mon poney, quoi. Donc, c'était pas si utile que ça. Ça change des choses, c'est sûr. Moi, c'est arrivé en 2008 pendant l'été. En à peu près une semaine, ça s'est fait. Je me suis rendu compte, j'étais en vacances chez mes grands-parents au Maroc, et je me suis rendu compte que chaque jour il y a des petits détails qui avaient l'air de disparaître. Alors je sais pas, la maison me faisait une immense blague, c'était absolument génial. Et puis jusqu'au moment où je me suis rendu compte que je pouvais plus jouer avec mes cousins, dis donc, quand ils étaient sur la console, que c'était impossible de les suivre dans nos tournois. C'était pas possible. Donc j'ai passé mon tour et j'ai fini par comprendre que ce qu'on m'avait plus ou moins prédit était en train d'arriver. Donc je risquais de perdre la vue, là j'étais en train de la perdre. Donc comment j'ai réagi? J'ai continué à faire ce que je faisais. À ce moment-là, je participais à la Coupe de France handisport. Donc 2008, c'était ma toute première saison. J'ai poursuivi, j'ai continué. Quelques semaines plus tard, et quelques jours après notre retour du Maroc, justement, j'avais un concours. J'y étais. J'aurais pu dire lequel c'était, parce que très clairement, j'étais un peu le nez dans le guidon à ce moment-là. Mais j'ai poursuivi, et je l'ai même caché en fait à mes parents, parce que je craignais qu'ils y voient un échec ou que ça leur fasse mal. Ils avaient essayé de me protéger de tout ça, d'empêcher que ça arrive, et c'était arrivé malgré tout. Donc un jour j'ai fini par me faire griller parce que un matin, en partant en cours, c'était un matin de novembre, au lieu de partir avec mes lunettes corrigées classiques, je suis parti avec mes lunettes noires alors qu'il faisait nuit. Et on m'a demandé pourquoi est-ce que je partais avec mes lunettes noires qui fait nuit. Alors, attends, maman, je vais t'expliquer un truc, mais attends, ce soir je vais en cours et je reviens, j'ai un truc à te raconter. Voilà. Mais ça s'est très bien passé, hein. Ma mère l'a encore une fois bien pris. Du coup, elle m'a enlevé mes lunettes et puis elle m'a sorti une paire de Ray-Ban. Elle m'a dit cool, maintenant tu pourras mettre des trucs un peu plus sympas. Voilà. Donc on s'est plus posé trop de questions, et puis je me suis fié à tout ce qui fonctionnait par ailleurs, mes oreilles, mon toucher, tout le reste fonctionnait très bien. J'y accordais encore plus d'attention, donc j'ai pas été plus perturbé dans ma vie au quotidien par la perte de ma vue, en vérité.
On va revenir là-dessus un peu plus tard parce que j'ai préparé une question, mais qui viendra un peu plus tard. Parce que dans une interview que tu as donnée au Quotidien, tu disais que quand tu étais jeune, tu ne te sentais pas du tout différent des autres enfants, mais que ce sont plutôt eux qui te faisaient ressentir cette différence, ce mal-être, et que tu as vécu quand même des moments très compliqués. Oui, bah c'est ce que je disais au début, c'est ce que voilà, dans mon esprit à moi, j'étais juste un gosse quoi. J'étais il y avait mes énormes lunettes sur mon visage, en dessous il y avait un sourire parce que je m'en foutais quoi. Pour moi tiens, une des questions que ma mère me posait, je devais avoir 5-6 ans, me disait qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi je lui ai dit pilote d'avion. Mais pour moi ça me paraissait normal de rêver à ce genre de truc. Enfin je me posais pas une seule seconde la question. C'est je peux pas lire avec mes yeux, bah tant pis, je lis avec mes doigts. Donc pour moi il y avait des solutions limite pour tout. Ouais, j'ai vraiment grandi dans cet esprit-là. Et petit à petit, je sais pas, à l'adolescence, où on finit par capter que on n'a vraiment pas la même gueule que les autres, que eux pensent à des trucs, voient des trucs, qu'il y a quand même une culture de l'image. En plus, j'ai grandi avec l'avènement des réseaux sociaux, tout ce qui est Instagram, Facebook, Snapchat, tous ces trucs-là. Les photos, c'est super important aujourd'hui. J'ai bien senti que sur certains domaines, j'étais clairement sur la touche, quoi. Donc oui, il y a des trucs où on finit par se dire ok mec, t'as une différence, il y a des trucs qui sont quand même pas pareils. Une fois que c'est accepté, bizarrement elle se gomme, enfin elle prend sa juste place, c'est-à-dire elle est là, c'est une petite imperfection sur sur une tapisserie, sur une toile de fond, mais au final voilà, c'est là, c'est tout, on n'y fait plus gaffe quoi. Si je ne me trompe pas, en décembre 2016, c'est au Longines Master de Paris que tu réalises avec le parrainage de Guillaume Canet, Philippe et Thierry Rosier, ton premier parcours sans guide. Et donc c'est là que tu développes tes autres sens finalement. Et j'imagine que les choses, elles ont vachement changé à ce moment-là, déjà en tant que cavalier, mais aussi en tant que personne, parce que les médias se sont emballés autour de toi. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se fait que t'es devenu un peu la personnalité médiatique et tu portes finalement cet handicap et tu portes un peu ça sur toi et les médias aujourd'hui te suivent beaucoup. Alors pour répondre à ça, il faut que je remonte un peu plus en arrière parce que il faut comprendre comment je montais avant et comment on s'entraînait avant. Donc avant de monter comme ça sans être guidé justement par un autre cheval, on était 2 sur la piste. On peut retrouver facilement des vidéos donc c'était sur les magnifiques terrains de la Baule, d'Équitalion. On était 2 cavaliers à enchaîner le même parcours d'obstacles. Donc il y avait le guide devant qui évidemment voit clair, et puis le cavalier non-voyant derrière. Alors on était plusieurs à faire ça. Il y avait Laetitia Bernard, Ophélie de Favitsky, Damien Pommier, voilà mes concurrents un peu réguliers. Et c'était comme ça, point, on se posait pas la question. Et alors un jour, pendant une assemblée générale d'une association qui nous aidait à ce moment-là quand le handisport équestre de saut d'obstacle était encore d'actualité, on a eu un des cavaliers, alors très malvoyant aussi, mais qui lui disait non les gars, moi je veux monter autrement, je fais avec des crieurs. Et alors il voyait mal, et il a posé une question, c'était en 2012 ou 2013, et il pose cette question, il dit devant tout le monde, il dit mais et pourquoi les non-voyants ils feraient pas ça? Et alors tout le monde a eu une réaction que je trouve extrêmement triste, c'est que tout le monde a rigolé. Tout le monde lui a rionné à ce gars-là, Julien Gourdon, voilà. Tout le monde a ri. Moi j'ai pas ri, je me suis dit mais tiens, il est pas con. Parce que quand on s'entraîne en fait à la maison, on n'est pas toujours à se mettre l'un derrière l'autre. Il y a des fois où je suis juste guidé à la voix par Tiffany à l'époque Ça c'est intéressant de le dire parce que tu étais en concours avec un guide, mais tu t'entraînais sans. Ouais, ça m'arrivait de m'entraîner sans, ouais. Alors pas pour enchaîner des trucs compliqués, mais des cavaletti, des petits enchaînements de 3-4 obstacles, ça nous arrivait totalement d'être juste à la voix. Bon, on y allait un peu au jugé, clairement, il y a des fois où c'était pas archi précis. Et puis on était à l'époque en handisport sur des barres relativement basses, on était à 80-90 cm, c'était pas énorme. Voilà, on avait une fédération qui était un petit peu frileuse à faire sauter des aveugles sur des barres plus hautes. Quoique, à la maison, quand on s'entraînait, on allait facilement plus haut. Enfin, on savait qu'on avait un niveau réel supérieur à ce qu'on faisait en compète. Mais ça, c'est encore autre chose et je pense qu'on peut y revenir un peu après. Mais dans l'idée, voilà, tout le monde arrive. Moi, je savais que c'était possible, en fait. Je me suis dit, je sais pas encore comment,
mais sa question, elle est loin d'être bête. Et c'est resté un petit peu dans mon esprit. Alors, je raconte effectivement notre rencontre avec Guillaume dans le livre à la Baule, et je lui ai parlé de ça parce que d'une, je savais pas trop quoi lui dire, et c'est lui qui m'a demandé un peu bêtement, enfin un peu tout simplement sans trop se poser de questions. Il me dit ok, il y a 2 chevaux, mais pourquoi il n'y en aurait pas qu'un seul? Je dis tu vois, t'as compris. Moi, j'adorerais qu'il y en ait qu'un seul, et j'adorerais qu'on trouve une solution. Et bon, lui qui me dit, je t'ai vu monter, je sais que tu pourrais le faire. Je me dis, bon, ok, si un mec comme ça y croit en plus, là, il n'y a pas 15, 20, 30 personnes autour pour rigoler. On va peut-être y penser un jour. Et alors, en 2015, ce qui s'est passé, c'est que la Fédération française d'équitation a interrompu le circuit handisport, a tout arrêté en ce qui concerne le saut d'obstacle handisport. Je vais pas m'étendre sur ce que j'en pense, mais en réalité, en plein milieu de la saison, c'est comme si vous réveillez un matin et on vous apprend que votre discipline de prédilection n'existe plus. Donc, soit on se roule en boule et on pleure, c'est une stratégie qui marche un temps, qui a clairement ses limites. Et puis, à un moment donné, on fait revue d'effectifs. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui me manque? J'ai un cheval, j'ai un niveau, j'ai un coach, j'ai une super équipe. Ok, on va y aller. Bon, voilà. Donc on a essayé de trouver des solutions, et puis pour plusieurs raisons, un peu par hasard. Bon, j'ai traversé une grosse zone de turbulence. Mon cheval ivoire que j'avais sur les épreuves handisport jusque-là, malheureusement nous a quittés en 2015. J'avais Rhapsody qui était à mes côtés depuis quelques mois, donc la transition était merveilleusement faite, même si j'aurais souhaité y voir une retraite beaucoup plus longue évidemment. Et donc on s'est dit ok, on n'a plus besoin de s'entraîner avec 2 chevaux, donc pourquoi pas essayer quelque chose de nouveau. Et alors peu de gens le savent, mais l'un des premiers à m'avoir guidé à la voie, c'est ni Guillaume Canet ça s'est fait avec Tiffany, mais un des premiers crieurs qui m'a aidé, ça a été Thomas Carlyle, le cavalier de Complet. Voilà, qui organisait un stage dans les écuries où je montais à Bayonne, enfin à côté de Bayonne, à Saint-Martin-de-Seignance. Et il a été pareil, pris à se dire mais c'est largement possible en fait, tu peux le faire quoi. Pour lui c'était évident. Donc à force d'avoir plein de gens comme ça, plein de professionnels qui se posent pas de questions et qui se disent c'est évident, j'ai fini par croire aussi que c'était évident quoi, que c'était comme ça. Donc on a attaqué, et puis Christophe Hameux m'a fait une proposition, donc l'organisateur de la série des Longines Masters, m'a fait une proposition via Guillaume Canet en me disant écoute, moi si tu veux te préparer, je vais d'une part t'aider à te préparer à enchaîner un parcours tout seul et à devenir un cavalier comme tu le souhaites, et par la suite je veux te prêter ma piste pour que tu le fasses devant tout le monde. Donc en réalité j'ai déjà enchaîné des parcours avant le Longines, on s'est préparé etc, mais au Longines Masters ça a été la première fois qu'on le faisait déjà sur des barres aussi hautes, et d'autre part sur le même tracé que l'épreuve 5 étoiles qui a suivi. Ça a été aussi le gros truc de se dire on met la performance au cœur de ce qu'on va montrer. On n'est pas là pour faire juste la démonstration que c'est possible. On va faire de la pédagogie et montrer comment c'est possible. Voilà. Et on peut dire qu'on avait un peu de pression parce que il y a d'une part le fait de le faire effectivement pour l'une des premières fois. On avait sur la piste donc Guillaume Canet, Thierry Rosier, Philippe Rosier, qui venait d'être médaillé d'or à Rio. C'est pas grand chose, c'est quand même pas mal d'avoir un cavalier médaillé d'or olympique. Bon, on se dit allez, si je fais une Georgette sur l'obstacle sur lequel il est, c'est génial. Voilà. Donc et puis toutes ces personnes là se sont prises au jeu complètement à fond derrière tout ça, sans parler des 6-7 000 personnes dans les tribunes autour. Yannick, le speaker qui me présente comme le 27e cavalier de cette épreuve, j'étais aux anges parce que tout le monde avait compris en termes de sport, de performance et de sécurité, parce que c'est important, faut le dire aussi. On avait vraiment assuré nos arrières. Et depuis, effectivement, j'ai cet immense plaisir de n'être qu'un cavalier amateur. Et ça me plaît de le dire comme ça parce qu'on est sur les mêmes épreuves en fait que n'importe qui. Et aujourd'hui, Guillaume Canet, il te porte toujours beaucoup puisqu'il a quand même écrit la préface de ton livre. Il te soutient dans tes projets, il t'aide à faire porter ta voix, etc. Ouais, Guillaume, c'est une vraie relation humaine qu'on a tous les deux. C'est un vrai pote.
parce que ce jour-là à la boule, il y a vraiment un truc qui s'est passé. On s'est vraiment retrouvé autour du sport. Moi, je lui ai dit très clairement que j'étais pas forcément un connaisseur de sa filmographie, mais que j'étais ravi qu'il revienne à cheval en compète après Japlou, parce que tout bêtement, après, je savais qu'après sa chute, qui l'a éloigné des terrains de concours pendant plusieurs années. Hein, c'est une histoire moi que je suis depuis que je suis gosse et depuis que j'ai commencé à monter à cheval. J'avais vu un jour un reportage sur lui, et puis depuis toujours en fait j'ai grandi en me disant c'est trop dommage qu'il ait arrêté. Et ce jour-là, il y a tout ça qui a éclaté. Je me dis putain, c'est énorme que tu reviennes, vraiment, ça me fait trop plaisir. Voilà, donc on s'est vraiment retrouvé sur quelque chose d'humain autour du sport, autour de la perf, autour de la passion, autour de ce qui nous plaît. Et depuis, effectivement, il le fait, mais il le fait parce que ça lui plaît de le faire. Et je vais même aller plus loin, il le fait pas toujours d'être là. Il y a des fois où clairement il peut pas. Et puis je lui demande très rarement d'être sur certains trucs. Bon, après ce livre, ça m'importait particulièrement qu'il écrive quelque chose là-dessus, parce qu'il a été déterminant, et à plusieurs moments j'ai fait dire ma carrière, mais encore faudrait-il en avoir une, mais de mon histoire à cheval en tout cas, il a été déterminant. Il m'a aidé à plusieurs grandes étapes. Parfois, on gardera ça sous le couvert de l'amitié, mais voilà, il a su être présent et me rebooster quand il y a des choses qui étaient un peu compliquées. Donc humainement, moi, ça avait un sens qui raconte un peu aux gens comment ils voyaient l'histoire de ce mec un peu malade qui monte à cheval sans les yeux. Il est l'heure de faire une très courte pause au milieu de cet épisode. Nous espérons que cet épisode vous plaît et que l'histoire de Salim vous inspire. Si, comme nous, vous aimez à croire que le courage et la résilience sont des vertus contagieuses, on vous encourage chaleureusement à suivre le quotidien de Salim sur les réseaux sociaux et à vous plonger dans les pages de son livre « L'impossible est un bon début ». Dans cet ouvrage, Salim écrit « Je ne crains pas de vivre en suivant mes rêves ». Et je trouve que c'est une merveilleuse transition pour vous dire que moi aussi, j'ai saisi l'occasion, ou peut-être tout simplement pris le temps, de réaliser un de mes rêves de petite fille. La semaine dernière, je suis partie en région Normandie avec mon cheval pour l'emmener sur la plage. L'équipe Cambox a eu l'immense gentillesse de m'envoyer leur dernière caméra embarquée, que j'ai donc pu tester à l'occasion d'un galop sur la plage magnifique de Deauville. Je posterai quelques extraits des vidéos enregistrées avec la caméra Cambox que j'avais ce jour-là et vous le verrez. Malgré la météo capricieuse, les images sont très belles et me permettront de revivre cette expérience cavalière incroyable. Allez, place à la seconde partie de cet épisode. Belle écoute! Du coup, aujourd'hui, donc il n'y a plus d'épreuves en e-sport saut d'obstacles. Malheureusement, Voilà. il y en a quelques-unes au coup par coup, mais tu concours dans les épreuves classiques de catégorie amateur. Ouais. Ça t'a apporté un nouveau challenge dans ta vie de te dire je vais reprendre une place qui est légitime, qui est celle juste d'un cavalier comme les autres, et je vais m'affranchir de mon handicap, de ma cécité, etc. pour aller essayer de montrer que je peux être compétitive quand même, etc. Mais carrément. Mais franchement, mais mille fois oui. On est passé d'un truc où on était... Alors, certes, on avait la lumière, on avait les étoiles, les paillettes, on avait plein de trucs. C'était absolument génial. Mon premier concours officiel, ça a été le jumping de Bordeaux. Pardon, mais à quel moment on peut dire un truc Rien pareil? que ça. Voilà, non mais c'est ça. Après, faut remettre les choses dans leur contexte. On a sauté 90 à Bordeaux. N'empêche que c'était une piste fabuleuse. Moi, je suis entré en piste, je connaissais la moitié du règlement de CSO, quoi. On m'avait précipité un peu là-dedans. Et puis je suis arrivé devant d'autres cavaliers que j'admirais énormément et je me suis pas ridiculisé, voilà. Bon bref, mais le revers de la médaille, c'est quoi? C'est que des non-voyants, il y en a pas beaucoup et qu'on était finalement 3, 4, parfois 2 à se tirer la bourre. Donc pour moi alors ça m'a appris énormément. La seule option que j'estimais honorable pour moi, c'était la victoire, parce que c'était la seule qui ne sur laquelle il n'y avait pas débat. Tu gagnes ou tu gagnes pas, point final. Mais arriver deuxième sur 3, alors troisième n'en parlons même pas, mais il y avait aucune satisfaction à arriver second, quoi. Donc oui, ça m'a offert une espèce de niaque, mais n'empêche qu'on n'était que 3 et que ça ressemblait un peu à
je sais pas, il manquait quelque chose, quoi. On n'était pas tout à fait dans la discipline qui me fait rêver. On était pas quelque chose à côté, un peu du saut d'obstacle. Là, depuis, j'ai assumé de laisser tomber tout ça. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai été reconnu comme sportif de haut niveau parce que j'ai participé au championnat de France. Ce qui n'est plus évidemment le cas aujourd'hui. Je suis plus sportif de haut niveau ni rien. Mais quel plaisir d'être nul, mais parmi tout le monde. Quel grand plaisir de se toller sur les mêmes épreuves que tout le monde, de se faire un peu juger au début en mode mais qu'est-ce qu'il fout là ce mec avec son gilet jaune au paddock pour qu'on le regarde de loin, avec ces gens qui crient sur son tour et tout ça. Et une fois que le tour est passé, eh ben on vient me parler de mon tour. On vient me dire que mon tournant sur le 4 était génial, par contre que sur le 8, je me suis complètement chié, voilà. Mais c'est génial, c'est fabuleux d'en arriver là. Et alors, moi, la consécration, elle est arrivée, mais quand je l'attendais pas du tout, c'est il y a pas très longtemps, sur un Grand Prix 1m5, c'est le plus couillon qui puisse être, vraiment, voilà, il y en a des milliers chaque année. Je suis arrivé 7e sur 52, donc dans les classés et dans les récompensés. C'est un truc que jamais j'aurais espéré, alors déjà aussitôt, mais enfin bon, quel plaisir quand ça arrive, quoi. En fait, mon objectif, il est tout simple, c'est de mettre le plus de monde derrière moi possible. C'est vraiment d'arriver le plus haut, de me mesurer à moi-même, bien sûr, mais aussi aux autres, parce que je sais ce que je vaux, et je sais que je vaux pas rien à cheval. Je sais que mon équipe ne vaut pas rien, et à chaque fois je viens remettre ça sur le tapis, rechercher la perf. C'est pas une fin en soi de montrer qu'on peut le faire, parce que ça pour moi c'est déjà acquis. Je sais qu'on peut le faire. Yannick Bichon, qui m'a d'ailleurs appelé un soir à 22h pour me dire « Léa, il faut que vous enregistriez Salim ». Pourquoi ? Parce qu'il a une histoire à raconter, bien sûr, mais surtout parce qu'il est doué d'un très grand sens de l'humour. Et je le vois aujourd'hui. Et d'où est-ce que ça te vient, cette joie de vivre ? Est-ce qu'on arrive à reprendre le dessus sur la vie quand elle peut être aussi difficile finalement ? Le dessus, pour le reprendre, faut l'avoir perdu. Est-ce que je l'ai perdu ? Je sais pas. Mais je ris de quoi ? Je ris de tout parce que tout est drôle en fait. Il y a des trucs clairement qui sont super marrants. Alors, je vais vous raconter un truc, mais ça c'est arrivé il y a peut-être 2 heures. Je me suis tollé lamentablement sur une ligne de Cavaletti parce que mon cheval m'a fait une blague sur un saut de puce. Je l'attendais pas clairement. Allez, on va la tenter. Je l'ai pas vu venir. Il s'est arrêté en plein milieu. Je me suis cassé la gueule, mais comme une crêpe. J'étais mort de rire. Bon, je suis remonté parce que j'étais super vexé clairement qu'il me fasse un coup comme ça, mais il y a des trucs, des fois il faut savoir en rire parce que c'est drôle, tout bêtement. Après il y a une différence à laquelle je tiens. Il y a une différence entre faire la blague et être la blague. C'est-à-dire qu'il y a quand même un respect à avoir. Bon, il y a des choses, des gens ou on peut rire de ce que quelqu'un va faire, mais pas forcément de ce que quelqu'un va être, en tout cas pas sans sa permission. C'est-à-dire que on pourrait me vanner parce que je me prends un mur. Si clairement on voit que ça me fait rire, faites-vous plaisir, hein, voilà, ça me fait marrer, rigoler avec moi. Par contre, juste se contenter de rire du fait que j'ai une sale gueule ou que j'ai des lunettes noires ou que j'en sais rien, plein de trucs qui peuvent ça va peut-être me crisper un peu quand même, voilà, parce que c'est méchant, parce que c'est bête et méchant, ça sert à rien, ça fait pas avancer le schmilblick. Mais clairement, au pire une chute, il y a des gens qui se bloquent quand ils me voient tomber, ou quand on me demande mais t'as pas peur de tomber ? Je leur dis ok, je suis déjà handicapé, qu'est-ce qui m'arrive de plus, hein, clairement. Je suis déjà de travers, tout va bien maintenant, c'est bon, ça va, on risque pas grand chose. Mais c'est important, cette notion-là, d'après moi, parce que ça appelle aussi le fait que ce que je fais, je le fais de façon réfléchie. Je sais pas, voilà, tout va bien. On a pensé à ce qu'on faisait. On s'est entouré de professionnels. Je travaille avec une cavalière pro aujourd'hui, Fanny Poletto. Ça se passe, je veux dire, très très bien. Et on pense à tout ce qui est sécurité. Avant le Longines 2016, je n'avais qu'un casque. Je n'avais pas d'airbag ou quoi. J'ai approché une marque d'airbag peu de temps avant, dans l'idée de me dire bon, on va essayer d'éviter les conneries si je dois progresser, sauter un peu plus haut et tout ça. Mais en plus de me dire bon, les gens qui vont regarder ça, si la FEI tombe dessus ou quoi, ils vont quand même se dire que je fais pas que n'importe quoi. Voilà, qu'il y a une recherche de perf, ok, mais pas à corps perdu et pas
pas à tout prix, pas en laissant tomber la sécurité. Donc je suis dans le hors-sujet, mais pas que. La morale de tout ça, c'est un peu de se dire, on est sérieux, il y a aucun souci. Toujours sérieux sans jamais se prendre au sérieux, en fait. Dans l'idée, c'est ça. Voilà. Et effectivement, avec Yannick, on passe des heures à se fendre la poire comme pas possible autour de ces trucs-là, parce qu'il a un peu le même esprit de tout ça, quoi. C'est pas le dernier à se foutre de moi. On vient de parler de ton humour. Après, on a parlé de ton sérieux, et c'est la meilleure introduction possible pour le sujet que je voulais commencer à aborder avec toi, sans absolument pas chercher à rentrer dans la polémique. Plutôt, on n'a pas du tout envie de rentrer dans ce sujet, mais tu as posté cette semaine, tu as publié en tout cas quelque chose concernant le sujet actuel du harcèlement sexuel dans le sport. Et on voit que tu te positionnes un peu en tant que peut-être porte-parole, ou en tout cas que tu essayes d'avoir une activité, voilà, de transmettre des choses, de faire se poser des questions, de soulever aussi peut-être des pierres qui convient de soulever pour essayer de faire émerger ces questions-là. Est-ce que c'est important pour toi de faire passer des messages comme ça ? Ouais, alors je vais pas forcément m'étendre sur la question, parce que ça appelle énormément de choses de mon côté. Mais tiens, vous avez interviewé il y a pas longtemps Kamel Boudra, qui, en ce qui concerne le bien-être animal, vous a dit quelque chose de primordial, d'extrêmement important. C'est le fait d'assumer de ne pas savoir parfois. Est-ce que toutes ces personnes qui passent un peu pour des tarés aux yeux des passionnés, qui passent pour des fous à se coucher sous les obstacles et tout ça, est-ce que finalement ils sont pas un peu dans le juste, ou à en tout cas soulever une question à laquelle on n'a pas la réponse? Et je crois que parfois nos instances, les sportifs et un peu tout le monde dans la vie devrait assumer de ne pas avoir la réponse sur beaucoup de choses. Le coup des violences sexuelles, par exemple. Il y a énormément d'hypocrisie derrière tout ça, parce que tout le monde savait, tout le monde est au courant que ça existe. Les noms, parfois même, on les a. Avec un gros doigt sur la bouche, l'air de dire mais dites rien, on va pas foutre le bazar, et puis de toute façon c'est pas nos histoires. Voilà, il y a énormément de choses comme ça qui se passent. Et aujourd'hui, dis donc, parce que certains prennent le porte-voix, parce qu'il y a eu MeToo avant, parce que voilà, le sport aujourd'hui, c'est son tour, c'est la grande mode. Alors du coup, dis donc, tout le monde sort des communiqués, tout le monde est offusqué, ce qui est très bien. Ce qui est génial. J'ai sur ma petite vidéo sur les réseaux effectivement même salué les cavaliers qui ont pris la parole. J'ai vu un peu après cette vidéo d'ailleurs qu'Olivier Guillon s'était prononcé en signant la tribune. C'est génial, c'est ce qu'il faut faire en fait. C'est ce qu'il faut. Mais pour mettre en place des dispositifs ou des bonnes pratiques ou des bonnes attitudes, il faut parfois assumer de ne pas savoir, de ne pas, en tout cas, de ne pas savoir donner un avis, ou de ne pas avoir tout de suite la solution. Parce que quand on ne sait pas, on cherche comment faire. Et je crois que la solution peut parfois venir des premiers concernés. Là, à mon avis, effectivement, il y a pas mal de causes sur lesquelles je cherche à faire passer des messages, que ce soit dans le milieu du handicap, de la différence, mais dès lors qu'il y a quelque chose qui vient stigmatiser, dès lors qu'il y a une étiquette qui vient se coller, les gens vont estimer qu'ils savent mieux que vous ce qui est bon pour vous. Et je trouve ça un peu dommage. Moi, dans le handisport, je l'ai subi de plein fouet, parce que parfois, aux yeux de certains, dès lors qu'on a une différence, qu'on a un handicap, on est le moins bien placé pour savoir ce qui est bon pour nous et ce qu'il faut faire. Moi, j'ai un immense plaisir aujourd'hui dans ma vie de sportif à être aux commandes de ce qui se passe. Je suis pas professionnel, loin de là, je suis amateur, mais je me remets entre les bonnes mains des personnes qui savent. Et pardon, mais celui qui décide pour mon projet, c'est personne d'autre que moi. Et faire valoir mes points de vue, mes opinions, mes envies, mes projets, mes objectifs, je suis parfaitement placé pour le faire. Voilà. Donc, je pense qu'il faut savoir respecter toutes les paroles. C'est un peu dans ce sens-là que j'ai voulu poster aussi cette petite vidéo. C'est que toutes les paroles doivent se respecter. Que la honte
dans le cas des violences sexuelles, n'a sûrement pas sa place, et elle découle du fait que la parole de quelqu'un qui s'est fait agresser vaudrait moins que celle de quelqu'un à qui ça n'est pas arrivé. Ce qui est parfaitement dégueulasse. C'est juste, ça n'a mais tellement pas sa place, et c'est tellement pas juste, en fait. Voilà. Et bon, vous l'entendez, c'est un sujet qui effectivement me touche très très fort. Et voilà. Et en voyant que ça arrivait dans le sport, j'ai voulu aussi profiter de l'occasion, pour donner mon avis là-dessus. Oui. Après, je sais pas si ce sera compris vraiment, saisi par tout le monde, mais je tenais en tout cas à le faire. Voilà. Très bien. J'ai une question un peu délicate. Il n'y a pas de question délicate. Mais ma question, c'est de savoir, en fait, est-ce que ta cécité, ça n'a pas un peu donné un sens à ta vie? Parce que sans ça, peut-être elle est géniale, ta question. Tu ne te serais jamais tourné vers les chevaux, ni vers la compétition, ni vers ces pistes magnifiques sur lesquelles tu as pu concourir, et encore moins sûrement écrire un livre. Ouais, peut-être bien. Et puis peut-être que je sais pas, j'aurais même pas vécu ici en fait. J'ai deux pays qui me touchent forcément très fort, mais pour avoir vécu en France, forcément que voilà, que je suis chez moi ici. Peut-être que j'aurais pas été chez moi ici, que j'aurais été chez moi ailleurs. Il y a plein de choses avec des si, on va écrire énormément de choses. Ma cécité, ouais, c'est sûr que ça m'a appris plein de trucs, hein. Ça m'a donné peut-être le goût de me battre un peu plus. Et puis ça a tracé un autre chemin, c'est certain. Maintenant, de là, alors il y a des fois une question qu'on me pose aussi, c'est à me demander, mais demain, avec une baguette magique, est-ce que tu choisirais de garder tes capacités comme elles sont en te privant de tes yeux, ou bien est-ce que tu voudrais récupérer tes yeux? Bah moi je dis clairement, rendez-moi mes yeux s'il y a une baguette magique qui existe. Pourquoi? Parce qu'avec tout ce que j'ai appris, tout ce que ça m'a enseigné, mais je pense que je serais une putain de machine de guerre avec mes yeux. Clairement, c'est à bras les 140, voilà, on y va quoi. Voilà, ce serait clairement un truc. Et puis c'est une logique aussi dans ma philosophie de vie. C'est-à-dire que je pense qu'on est tous un petit peu à l'aise dans notre zone de confort. Moi aujourd'hui ma zone de confort, elle est dans le noir, elle est dans l'obscurité. Demain, me rendre mes yeux, ça serait m'enlever de cette zone de confort, ça serait la quitter un petit peu. Je pense que quitter sa zone de confort à terme, ça revient à l'agrandir. Donc en fait on acquiert, on part à la conquête d'une zone un peu plus grande et d'une zone un peu nouvelle. Et voilà, donc dans cet esprit-là, je serais complètement idiot de dire non, foutez-moi la paix, laissez-moi dans le noir les gars, laissez-moi tranquille. Voilà, donc mais après je regrette absolument pas la vie que j'ai aujourd'hui. Le seul truc qui est un peu chiant, je l'avoue, c'est de pas pouvoir conduire. Ça clairement, ça devient un peu chiant. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien de temps en temps aussi pouvoir aller voir mon cheval quand j'en ai envie, prendre mon vent, aller sur tel concours dans le coin, rendre de compte à personne et demander de service à personne. Ça, c'est le grand truc duquel j'aimerais pouvoir me passer peut-être. Mais en dehors de ça, c'est un échange, c'est un travail d'équipe qui se fait quand on est sur la piste tous ensemble, quand tout le monde me prête sa voix, ses yeux. C'est génial ce qui se passe. Il y a une vraie synergie et c'est le seul moment où je suis capable sur sur la prépa 1 mètre du dimanche matin à 8h alors que on se caille et qu'il pleut à moitié, que je suis capable d'être applaudi comme si je venais de remporter la médaille d'or au national quoi. Donc c'est un truc on sent bien que tout le monde le vit à fond et pour ça j'ai rien à regretter clairement. On aurait bien aimé que tu nous parles un petit peu de ton partenariat avec Cambox. Est-ce que tu peux nous parler de comment toi tu vois ce partenariat-là? Nous, on a l'impression que c'est que tu offres la possibilité, du coup, aux personnes qui te suivent, qui suivent ton actualité, de voir ce que toi tu ne peux pas voir. C'est génialement dit et c'est normal, c'est toi qui l'as dit. Et c'est exact. D'accord. Ok. Donc vous avez très bien fait vos devoirs. Mais c'est exactement ça. En fait, je sais pas si ils vous ont dit un petit peu comment ça s'est passé pour nous au début. Mais clairement, quand ils ont sorti leur machine, j'ai, je pense, été un des premiers à les contacter. Mais en plus, c'était un truc. J'ai vu une pub sur Facebook. Je sais même plus en quelle année c'était. C'était en pareil 2013. Et je les ai appelés un matin, tout bêtement, sur le numéro qu'il y avait sur leur site web. Et je suis tombé sur Jean-Marc Piednoir, donc qui est l'inventeur de la machine, en lui disant. Alors déjà, il savait même pas qu'il y avait des cavaliers handisport.
c'est le truc, voilà. Encore moins des cavaliers non-voyants, donc il m'a pris mais pour le dernier huluberlu venu du fin fond de je sais pas où. Et alors ce que je lui ai dit, mais pareil, je lui ai dit, écoutez, vous ne connaissez pas, j'ai dit, écoutez, je veux permettre aux gens de voir ce que moi je ne vois pas. Alors il m'a fait un espèce de silence mais lourd, hein, de dire mon gars, mais d'où tu sors, qu'est-ce que tu racontes? Et alors petit à petit, on s'est pris un peu au jeu. On a commencé à faire des petites opérations un peu sympas. On a déjà fait gagner des caméras. On a proposé les images de la Cambox sur Equidia Life à l'époque, avec l'appui généreux de Pascal Boutreau qui était à fond derrière aussi, qui avait adoré. Et bah ouais, ça parlait pas mal aux gens. Et d'autant plus aujourd'hui, du fait que je sois plus guidé par un autre cheval, parce que pour la blague, forcément derrière un cheval guide on voit beaucoup le cheval guide, donc il y avait un petit côté Alexandra Lederman, le jeu vidéo, très sympa, c'était assez cool. Et ma guide me disait à l'époque, mon dos, pour ne pas dire autre chose, va devenir la partie la plus célèbre de tout Equidia Life, ça va être génial. Voilà, dans l'idée, il y a d'autres choses qui se font aujourd'hui. Et ce que j'aime beaucoup avec leur nouvelle caméra, là on est à fond dans dans l'explication de produits, mais c'est qu'il y a un effet stéréo. Donc avec les micros, il y a plusieurs micros. Donc quand je me réécoute les trucs avec le casque, et même vous, sur les vidéos que je poste assez régulièrement, mettez-vous le casque et vous entendrez exactement ce que j'entends. C'est-à-dire la provenance de la voix des crieurs, les infos de Fanny qui court à droite à gauche et qui me guide en me donnant mes infos sur le parcours, et l'élément qu'on entend peut-être le plus, en dehors de moi, de la vie que je raconte à mon cheval, c'est le vent par-dessus tout ça. Voilà, le gros bourdonnement qui me brouille dans tout ça, et ce qui me pompe une concentration mais incroyable sur un tour, c'est ça, c'est de faire abstraction du vent et des petites blagounettes que peuvent me faire l'environnement et tout ce qui se passe autour. Mais je tiens énormément à ce partenariat. Pourtant, on pourrait dire que c'est pas grand chose, mais clairement j'y tiens beaucoup parce que ça dédramatise aussi la chose. Ça explique aux gens qui peuvent se mettre à ma place. Voilà, et ça leur montre effectivement ce qu'est un parcours sur la selle de mon cheval, quoi. Puis c'est pas donné à tout le monde de monter Rhapsody, quand même. Rhapsody, avec qui t'as une belle histoire en tout cas, que tu racontes bien dans ton livre, et c'est pour ça qu'on va laisser le plaisir aux gens de lire ce livre. À quoi on va arriver vers la fin des questions, et merci aussi pour Cambox parce que tu l'as parfaitement décrit. À quoi est-ce que tu aimerais ouvrir et fermer la porte maintenant? C'est joli. C'est encore une fois très très sympa comme j'aime bien. Faudrait que je vous fasse revenir dans quelques années. J'aimerais ouvrir la porte à la progression, mais encore plus. Là aujourd'hui, je suis à la recherche de la suite parce que Rhapsody a 19 ans, que comme pour Ivoire, j'ai cette vraie volonté de le laisser profiter d'une belle retraite après tout ce qu'il m'a donné. J'ai envie qu'il ait toutes ses capacités. Et peut-être moi, dans ma situation, je suis sensible à ce que c'est que d'avoir la pleine possession de son corps et de ses moyens. J'ai envie qu'il puisse les avoir pour profiter de sa vie et d'un temps un peu plus tranquille. Pas trop loin de moi si possible, hein, dans l'idée. Mais je pense aussi, à la suite. Et clairement, je ne me ferme pas la porte à une progression véritable. Je sais pas trop où on va, je sais pas jusqu'où on va s'arrêter. Si je peux aller, je sais pas, en international, pourquoi pas. Si je peux aller sur des compétitions un peu plus hautes, si je peux demain, aujourd'hui je suis à 110, ok, demain je vais jusqu'à 115, ok, après-demain on ira à 120, 125. Pourquoi se donner un chiffre auquel on s'arrêterait? Hier je pensais même pas pouvoir franchir 1 mètre. Un jour c'est arrivé, je pensais pas non plus pouvoir le faire sans guide. Et un jour c'est arrivé aussi. Donc en fait, comme disent certains philosophes, tout ce que je sais c'est que je ne sais rien au final. Donc on va attaquer, on va apprendre, on va devenir meilleur. C'est vraiment le but que j'ai, et la culture de l'excellence et de la performance que me donnent les personnes avec qui je travaille aujourd'hui. Donc je m'imprègne complètement de ce truc-là. Et alors, pour répondre à la deuxième partie de la question, je vais fermer complètement la porte aux idées préconçues. Je ferme complètement la porte à ce qui est nocif
qu'on peut me renvoyer. J'ai la chance d'avoir une communauté fabuleuse qui m'envoie beaucoup de messages très sympas, de soutien, de positifs et tout ça. J'ai quelques, on va dire, retours un peu moins agréables, un peu moins plaisants, mais souvent par l'ignorance, souvent par le fait qu'on ne sait pas comment moi je vis les choses. Clairement, aujourd'hui, je vais apprendre à les vivre un peu plus pour moi, un peu plus dans l'idée d'être de mieux en mieux, de plus en plus performant, et puis sans oublier évidemment, mais ce qui vient même en premier lieu, ce qui va de soi, c'est la complicité et le bien-être de mes chevaux. Ouais, c'est primordial. Ça ne peut même pas être autrement, mais comme je le disais au début, c'est-à-dire que quels que soient les objectifs qu'on a, le premier allié qui va nous y amener, c'est pas le coach, c'est le cheval. Donc voilà, j'espère être assez clair là-dedans, mais je ferme pas la porte aux objectifs d'emblée parce que je sais pas de quoi je serai capable demain. Je vais clore avec les mots de Benjamin Ayot, en fait, le meneur d'attelage qu'on a enregistré hier soir et qui nous a dit, off record, je crois, en dehors de l'enregistrement, qu'on se fixe toujours des limites qui ne sont pas celles réelles. On peut toujours faire mieux que ce qu'on pense pouvoir faire. Je te souhaite d'aller au-delà de ce que tu avais envisagé et que du coup tes prochaines performances seront au-delà de tes espérances. Merci beaucoup, je croise très fort les doigts. Merci Salim, on espère que ça t'a plu. Continue de nous écouter parce que je sais que tu le fais. Totalement. Et merci beaucoup pour ton temps. Merci à vous et sincèrement merci de nous proposer ce format-là, voilà, que j'apprécie énormément et j'encourage vraiment les gens à écouter les autres si c'est pas encore fait. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver Salim sur ses profils Instagram et Facebook pour suivre ses entraînements quotidiens avec Rhapsody qu'il n'oublie jamais d'immortaliser grâce à sa caméra Cambox. N'oubliez pas de suivre l'actualité de Cambox en vous abonnant à leurs réseaux sociaux. Quant à nous, on vous retrouve le mercredi 18 mars pour un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous le dire en message privé sur Instagram. Chacun de vos témoignages nourrit l'aventure I Am an Equestrian. À très vite.